Alors, la rétrocession du chemin du Haut-Montanglon. Au cas où tout le monde ne saurait pas ce qu'est le chemin du Haut-Montanglon, c'est le chemin qui part du rond-point des Médors et qui s'enfonce vers les fins fonds du Haut-Montanglon. Comme dirait votre GPS, en venant de Samply, c'est prenez la 1, 2, 3, 4e route sortie du rond-point. Donc ce chemin est un chemin privé, dont le régime est un peu compliqué, puisque c'est un chemin qui au départ appartenait aux propriétaires fonciers de cette zone-là, et les propriétaires fonciers s'étant multipliés du fait des diverses divisions de terrain qui ont eu lieu, le chemin lui-même est en ce moment un assemblage de propriétés diverses ou de servitudes diverses. Dans le cadre de l'aménagement de l'OAP situé dans cette région, numéro 2, je crois, enfin je sais plus. Philippe, quel numéro l'OAP Oui, d'accord. Bon. Numéro 2, merci. La 2, hein. Dans le cadre de l'aménagement de cette OAP, nous nous sommes intéressés à ce chemin, dont toute la première partie est reprise au titre de l'OAP et aménagée par l'aménageur de l'OAP. À cette occasion, les propriétaires du fond du chemin qui s'étaient manifestés à de nombreuses reprises pour que soit améliorée la desserte de leurs habitations se sont manifestés à nouveau et nous pouvons profiter de l'occasion de la réflexion par l'aménageur d'une partie des chemins pour en faire dans sa totalité une voirie communale. Mais pour ce faire, bien entendu, il faut, avant de faire des travaux, que l'ensemble du foncier nous appartienne. Donc nous avons, lors de rencontres avec les divers et multiples propriétaires fonciers, négocié la cession totale à la municipalité des droits et servitudes relatifs à ce chemin. Et à partir de là, nous sommes en train de rédiger, le notaire est en train de rédiger des actes de cession qui nous permettront d'en prendre la propriété complète et donc de procéder à la réalisation d'une voirie municipale, alors qui ira d'un bout à l'autre du chemin, une partie, je répète, étant réalisée par l'aménageur, l'autre partie étant réalisée par la commune, ce qui amènera en matière d'avantage à la population la possibilité de voir collecter les poubelles en porte-à-porte. Voilà l'objet et le programme. Vous avez là la liste des parcelles, mais si on a la propriété des parcelles, on a aussi l'abandon des servitudes par chacun des propriétaires qui en disposera. Le cheminement libre ultérieurement sur cette voie. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'ai une question sur le coût en fait. Donc vous nous dites qu'une partie va être prise en charge par l'aménageur, l'autre partie par la commune. Alors ma question étant en deux parties, quel est le coût global de cette opération et quel est le coût pris en charge par l'aménageur? Alors le coût global, pour le moment, les appels d'offres n'étant pas lancés, je suis avec possibilité de vous l'annoncer. Le chemin au total doit faire environ 600 mètres de longueur. Donc 600 mètres de longueur communale, cela nous fait une voirie à environ entre 200 et 300 000 euros. Total. Alors les détails vous seront donnés bien entendu au moment où il sera question de passer les marches. Ce n'est pas au budget immédiat. Oui, c'était ma seconde question. Ce n'est pas au budget 2010. Et lorsqu'on prévoit une OAP, en fait, on n'étudie pas les impacts que cette OAP peut avoir sur notamment les infrastructures, parce que là, en réalité, on est sur les impacts d'une OAP, et c'est un petit peu dommage que cette OAP, en fait, ait un impact qui, en fait, n'est connu que bien après, en fait,
la décision Alors, oui. de vote du PLU. C'est pas tout à fait le cas. Quand l'OAP a été définie au niveau du PLU, on savait qu'il y aurait lieu de réaliser une voirie. Ça n'était pas allé plus loin à ce moment-là. On savait déjà à cette époque aussi que les propriétaires riverains du fond de la rue souhaitaient une voirie communale à leur disposition, et on avait déjà eu plusieurs épisodes de négociation pour réaliser cette voirie, qui n'avait jamais abouti pour des raisons diverses, mais pour l'essentiel lié de notre part au coût de l'ensemble de la voirie et de la part des propriétaires sur leur réticence à céder leurs parcelles, à les céder gratuitement, et quelquefois à leur volonté aussi de garder un accès contrôlé sur le fond du territoire. Quand le terrain sur lequel se développe l'OAP a été en perspective de vente, évidemment, nous avons discuté avec l'acheteur de la réalisation de cette voirie. Plusieurs options ont été imaginées, et finalement l'une d'entre elles a été retenue, qui n'est pas, à mon avis, forcément la meilleure d'un strict sens topographique, parce que quand on a commencé à étudier cette parcelle, la parcelle de l'aménageur, à ce moment-là, les riverains ne voulaient pas céder le fond, et évidemment nous ne voulions pas faire quoi que ce soit là-bas, mais compte tenu des propriétés diverses, nous étions obligés de laisser à leur disposition la moitié du chemin sur la partie haute, c'est-à-dire la partie correspondant à l'OAP. Donc la voirie l'OAP a été conçue sur une partie du terrain qu'a acheté l'aménageur et sur la moitié du chemin, ce qui est un peu idiot. À cette époque-là, on avait tenté de les convaincre d'accepter pour faire purement et simplement la voirie tout droit, ce qui offrait un autre avantage, c'est que les acheteurs des terrains à construire avaient un petit peu plus de largeur à leur disposition. On n'a pas pu aboutir à cela, donc tout a été lancé, ainsi que le permis d'aménager surtout, et défini, avec un décalage. Et puis ensuite, les propriétaires du fond sont revenus tirer les sonnettes, et là, prêts à céder l'ensemble de leurs parcelles, et nous sommes arrivés à l'accord qui est mis en pratique. Alors, le décalage de la voirie ne sera pas pour autant un inconvénient, parce qu'il permettra de réaliser des places de stationnement. Quand vous dites nous sommes arrivés à un accord, c'est vous, monsieur le maire, personnellement, qui avez négocié avec les propriétaires? C'est moi, c'est pas seulement moi, oui. C'est moi au sens municipal, les propriétaires et puis l'aménageur. Et pourquoi, en termes de temporalité, il faut aujourd'hui faire cette rétrocession, alors qu'en fait, on ne connaît pas encore le coût de cette opération et que tous les terrains n'ont pas été achetés? Est-ce qu'il y a une vraie urgence à faire cette rétrocession aujourd'hui? Il y a une urgence administrative qui est inspirée par l'expérience du chemin des vignes, dans lequel on n'a toujours pas fini les signatures d'achat de terrain. Donc là, on a commencé le plus tôt possible. Il n'est pas évident non plus qu'on aura fini tous les achats. Pas tous les achats. C'est même pas des achats, en l'occurrence. Il y a, contrairement à la réalisation de la voirie du chemin des vignes, nous avons payé le terrain 10 € du mètre carré. Là, il est à cession symbolique 1 €. Pourquoi? Pour payer un petit peu ces marches avant, marches arrière, ces hésitations avant la décision. Et c'est parce que les actes sont en cours de réalisation qu'il nous faut prendre la délibération. D'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Là, justement, vous parliez du chemin des vignes. J'avais une question pour votre adjoint à l'urbanisme. Là, on n'est pas du tout sur la configuration du chemin des vignes, parce qu'on est sur une OAP que vous avez décidé et mettez dans le PLU. Une OAP avec un certain nombre de critères, c'est l'OAP numéro 2. Et dans ce contexte, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur le plan local d'habitat que nous n'avons pas vu? Non, parce que ce n'est pas à l'ordre du jour, d'une part, et parce que c'est un sujet suffisamment complexe. Justement, faire transparence pour tous les c'est pas une question de non-transparence. Sur l'OAP, nous sommes sur l'OAP 2 que vous avez choisi de dimensionner. Oui. Qui fait partie d'un plan local d'habitat, donc ça s'inscrit pleinement par transparence. Alors, c'est pas un plan local de l'habitat, c'est le plan local d'urbanisme. Qui fait partie du plan local de qui fera partie du PLHH, qui est en cours d'élaboration par le territoire. Donc, quand les éléments seront suffisamment
fiable et définitif, il est évident que de toute façon, on sera amené à vous le présenter puisque nous aurons à nous exprimer dessus. Mais comme c'est pour la fin de l'année, je suppose qu'il doit être bien avancé déjà. Non, c'est trop rien parce que... C'est pour la fin de l'année, donc... oui, c'est théoriquement pour la fin de l'année, effectivement, fin 2018. Pour le moment, je n'ai pas vu les premiers écrits à ce sujet. Et Valérie, qui est plus que moi présente au territoire, me confirme ce point. Donc la réponse est non. Donc ensuite, vous n'avez rien à communiquer. Non. Il n'y a rien à communiquer là-dessus. D'accord. Ensuite, sur l'OAP2, elle comporte un centre Excuse-moi, Oui. il n'y a pas une non-volonté de communiquer, il n'y a pas de volonté de communiquer sur ce sujet. Mais je fais remarquer que sur la réalisation de l'OAP, on communique quand elle se réalise. Si d'autres OAP étaient sur le point de se réaliser, on en parlerait. Et donc là, l'OAP, en l'occurrence, je pose la question à notre adjoint à l'urbanisme. Sur cette OAP, il y a un centre d'exigences, parce que c'est vous qui les avez fixés. Est-ce que l'aménageur et les permis de construire derrière, et ensuite cet aménagement de ce chemin, qui est un chemin privé, qui va passer communal, est-ce que ça respecte bien? Oui. Autant chemin des Vignes, c'était simple, on était sur une partie privée et communale. Là, on est sur une AP, un aménageur qui ne va pas construire, et ensuite des constructions. Donc, est-ce que par rapport à l'OAP, on est bien en ligne ou pas? Question que je pose. Tu veux répondre, Philippe? Oui, je ne comprends pas ma question. En ligne ou pas Bah, il y a une OAP qui a été... Une OAP Il y a avec une un construction. particulier qui a vendu effectivement un terrain, qui a découpé suivant l'OAP et qui a divisé ça en lots, et voilà. il y a 13 lots, 12 lots privés, un lot destiné à construire du locatif conventionné. Donc c'est ce qui se réalise. Là, il y a une sorte de description. Moi, j'ai relu l'OAP avant de venir. Il y a une sorte de description dessus, des exigences. Et par rapport à un terrain... Encore une fois, je suis désolé, mais c'est pas que je ne veux pas répondre, mais c'est pas l'ordre du jour. Donc tu poses des questions sur l'OAP en question. C'est une OAP, c'est simplement un périmètre qui comporte un ou plusieurs terrains. Là, il n'y en avait qu'un. Le particulier a vendu un aménageur. On a quand même sélectionné le meilleur aménageur. Il a découpé ça en lots, il prend ses terrains. En train de sélectionner? Non, il est sélectionné l'aménageur, parce que l'arrêté signé par... Oui, mais par c'est Total, il date depuis longtemps, les terrains sont vendus. Non, mais tu dis on est en train de sélectionner l'aménageur. Non. Je dis qu'on avait sélectionné l'aménageur. On a pris le meilleur, celui qui semble le meilleur. Lui a découpé ça on en a lots et sélectionné après, avec le propriétaire, parce oui, que bien sûr. l'aménageur, il vend du terrain. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas nous qu'on a fait, je pense. Et après, donc, il y a un taux de logements sociaux qui est défini. Est-ce qu'on est dans les critères? Il n'y a pas un taux, il y a un nombre qui est un nombre, comment Il y a un nombre de principe. de principe et pas suffisant pour ton information pour que ça intéresse un bailleur social. Donc, contrairement à ce qu'on a pu dire, il n'y aura pas de logements sociaux conventionnés à ce moment-là. Disons que l'OAP fait Alors, référence à un certain nombre de non, il ne logements. faut pas dire ça. Ouais, enfin, Il ne faut pas dire ça. Il n'y aura pas le nombre prévu parce que ça pose un problème de stationnement. Donc il est possible que nous soyons amenés, et ça reste possible dans le cadre de la définition des OAP au PLU. Il y avait combien? 6 logements, je crois. Bon, il était prévu 6 logements sur l'ensemble de la parcelle. Oui, ça doit être 6. L'OAP permet d'en faire plus, sans problème, mais plus ça ne tient pas. Donc pour faire du logement convenable, parce qu'on peut toujours faire un immeuble avec 6 logements, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite, ni ce que souhaitent d'ailleurs les voisins à cet endroit-là. Donc il est probable qu'on fera moins 3 ou 4 logements, c'est possible. Après, il faudra trouver un bailleur et que le déficit en matière de logements sociaux soit reporté sur une autre OAP. Oui, mais l'OAP justement fixe un certain nombre. Pourquoi vous ne respectez pas l'OAP que vous-même vous avez décidé? Parce qu'on cherche aussi en même temps à respecter l'aspect de l'urbanisme de Centeny et que là, en l'occurrence, les propositions de 6 logements ne sont urbanistiquement parlant pas satisfaisantes et automobilement parlant totalement absurdes. Oui, mais alors là, monsieur le maire, si on commence effectivement à argumenter de cette façon-là, moi je peux vous dire que l'OAP de l'allée du château, elle est automobilement parlant et urbanistiquement parlant, pas adaptée.
Et là, on peut ouvrir comme ça la discussion. Tant qu'elle soit ouverte. Oui, bon, alors maintenant, je commence à avoir une idée de la méthode. Je suis assez consterné. À consterner, ça ne me paraît pas être le bon mot. Je devrais être assez satisfait que nous modulions d'une manière, j'allais dire, intelligente et de bon sens les implantations réelles par rapport aux implantations prévues. Mais ça aurait été fait dans la concertation et avant le PLU, ça aurait été certainement mieux qu'à posteriori. On a été sur des scénarios à 70% à un moment. Oui, oui. Sur 13. Bon, oui, comme on n'est plus dans l'ordre du jour. Donc une seule question et on arrête. J'en étais justement sur l'OAP parce qu'on parle de... Non, alors on arrête sur les doigts. Non, mais du ça jour. fait partie par rapport à On part sur un débat qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. On termine sur le chemin, si vous le voulez Sur bien, le parce que chemin. c'est là le sujet. Il a indiqué justement de prévoir des clôtures et tout pour que la faune puisse passer. Je pensais également aux inondations, à la coulée verte et à la bande de respiration. Donc on est en plein dedans. Comment est-ce qu'on va faire avec l'aménageur et les permis de construire pour respecter votre OAP en termes d'inondation, de coulée verte, de respiration et de la faune, c'est vous qui l'avez écrit. Oui, C'est alors, des clôtures là, la qui réponse- permettent de... Donc est-ce que cette bande et l'aménageur derrière, parce qu'on y est, est-ce que tout ça va respecter le PLU et vos Alors la réponse sera dans les permis de construire, qui devront bien entendu répondre à toutes ces exigences, et qui ne seront attribués que dans la mesure où ils y répondent. D'accord. Et ensuite, sur la convention, est-ce que j'ai signé une convention avec l'aménageur, le lotisseur, pour qu'il s'engage à faire les travaux à un certain prix? Après, il peut dire, moi, pour 20 000 euros, c'est bon, je vous fais les travaux, mais si derrière il y a des budgets, Non, pas est-ce que pour- vous avez une convention Pas à un avec lui? certain prix. Bien sûr, il y a là aussi dans le permis d'aménager une définition des travaux et une obligation à travers l'attribution du permis d'aménager à l'aménageur. Moi, puisque- j'ai vu dans l'arrêté, voirie à créer, mais j'ai pas vu de montant, de budget, et ainsi de suite. Non, il n'y a pas de Il n'y a montant pas de de budget, raison. c'est pas nous qui créons la voirie. Il y a en matière de voirie des plans de voirie qui ont été élaborés et définis et qu'il a l'obligation de réaliser. Donc, en fait, Mais c'est réglementé tout ça, tu le sais bien. Tu sais bien que c'est réglementé. Ta question, c'est... Si vous voulez, vous comprenez ma question. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que derrière, finalement, tous les travaux dont les propriétaires existants, oui, mais que l'aménageur, en fait, se défasse des travaux et que ce soit nous, la commune, qui ayons à payer cet aménagement. Alors, écoute, on fait ça, enfin moi pour ma part, je fais ça depuis bientôt C'est une 20 question. ans. Je ne m'inquiète pas. Donc ne t'inquiète pas. Mais il n'y a pas de convention, il n'y a rien de Mais si, signé ou mais de- si, mais si. Mais Mais si, mais si. qu'est-ce que la loi et tout ce que la réglementation nous oblige à faire? Il n'y a pas de surprise là-dessus. Bon, Pas la tête du client, c'est pas... allez, on arrête sur le sujet. Je vous repose la question. Êtes-vous d'accord pour que je signe, alors je ne vais pas dire l'acquisition, même si c'est quand même une acquisition à travers les actes qui vont être établis, l'acquisition des parcelles privées du chemin du Haut-Montangeau. Ce n'est pas une impasse, c'est un édifice, une impasse, mais il s'appelle chemin. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Ok, bien noté. Donc, nous avons, avec ce point-là, épuisé l'ordre du jour. Nous en sommes donc à l'examen et l'approbation du compte-rendu de notre dernière séance, qui commence à être un peu ancienne dans les esprits, c'était le 9 juillet. Vous avez tous reçu le projet de compte-rendu. Avez-vous des remarques? Pas de remarques sur le projet de compte-rendu? Alors c'est parfait. Je vais donc vous proposer de vous exprimer à son sujet. Qui s'oppose à l'adoption du compte-rendu?
Qui s'abstient? Personne. Très bien. Il est donc adopté à l'unanimité, ce qui va me permettre de le faire circuler pour que vous puissiez procéder à sa signature. Et nous allons passer au point additionnel de cet ordre du jour. Il y a un petit point sur les dossiers territoriaux et métropolitains, si vous voulez bien prendre ça en compte. Oui, ça sera assez rapide, essentiellement des annonces de date. Nous tenons notre prochain bureau métropolitain demain après-midi, qui vise à préparer le conseil métropolitain qui aura lieu le 28 de ce mois de septembre. Et entre-temps, viendra s'intercaler un conseil territorial le 26 septembre. Le mois de septembre est très chargé, puisque c'est le mois où nous commençons à tenir les jurys d'Inventons la métropole numéro 2. Donc, puisque la première édition a été le succès que vous savez. Sur Inventons numéro 2, nous avons 29 sites sur 30 communes, et des sites qui sont variables, qui vont de 1600 mètres carrés à presque 16 hectares, donc une variété de sites avec des opérations économiques, etc. Quand je vous parle de succès, c'est parce que sur ces 29 sites se sont positionnés 224 candidats. Par rapport à la première édition, nous avions une soixantaine de sites et 420 groupements. La proportion est légèrement la même par rapport à la première édition, c'est-à-dire que nous avons une moyenne de 7 candidatures par site, ce qui est exceptionnel. Donc les résultats des candidats finalistes, je vous rappelle l'opération. Des groupements se positionnent pour des opérations d'aménagement de construction sur les sites que les maires proposent à la consultation. Une première session de jury a lieu pour retenir à peu près 3 candidats par site. Puis une deuxième session de jury se tient, où là les candidats à l'oral défendent leur dossier pour que le jury désigne le lauréat, qui ensuite aura à charge de négocier les charges foncières et son projet avec le maire de la commune. Voilà, donc ça se tiendra, enfin l'annonce des candidats qui auront été retenus pour la deuxième phase se tiendra le 16 octobre. Et ensuite se mettra en marche la deuxième phase pour une désignation des lauréats au mois de mai. Voilà, on est toujours à peu près sur un calendrier d'un an. Donc un mois de septembre fort occupé pour ce qui concerne la métropole. Voilà. Et le territoire, puisque le conseil territorial a lieu effectivement le 26 septembre. Voilà. Et je vous en dirai plus quand ces différentes instances se seront tenues. Merci à tous. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième projet sur Centre. Pardon? Il y a un deuxième projet sur Centre. En quoi ça intéresse ton action? En quoi elle peut intéresser la commune de Santeny? Alors là, je donne une information métropolitaine sur les travaux territoriaux et métropolitains. Oui, Il se trouve que la commune de Santeny fait partie de la métropole du Grand Paris, je le rappelle, depuis le 1er janvier 2016, et que je m'exprime donc sur ce sujet, comme le font la plupart d'ailleurs des vice-présidents et des conseillers métropolitains dans les conseils municipaux où ils ont à prendre la parole sur ce sujet. Et sur le territoire, il n'y a pas d'infos qui nous concernent tous. Enfin, je parle au nom des habitants. Le conseil territorial se tient le 26 septembre et je vous tiendrai informé des délibérations qui effectivement intéressent le territoire. Pour le territoire, j'imagine que tout le monde est allé visiter Grosbois pour les journées du patrimoine ce dimanche, puisqu'il s'agissait des journées du patrimoine. Ce sont des informations qui intéressent aussi les Centeniers. Voilà. Que je sache, il n'y a pas non plus de candidature territoire à Inventons la métropole 2. Non, mais il y a la candidature de la ville d'Alfortville. Ah si, bon, bah alors oui. Voilà, c'est ça. Ce n'est Donc, pas il y a le une territoire, candidature. mais ce n'est pas le territoire qui Une porte la candidature, candidature, voilà. ce sont les communes. Voilà, c'est la commune d'Alfortville. Merci. Alors, le point suivant concerne les questions diverses. Nous avons reçu un questionnaire avec des questions diverses, qui ne sont pas toutes relatives d'ailleurs à l'ordre du jour du conseil municipal. Néanmoins, dans un effort de transparence, je vais essayer de répondre à toutes brièvement. La première question est un point de situation sur le domaine du moulin. Les questions sont les suivantes. Après plus d'1 an de fonctionnement, les objectifs du programme sont-ils atteints? La réponse est oui, dans la mesure où l'ensemble des logements a été attribué, que actuellement 2 sont vides en cours de réattribution à la suite
de déménagement des premiers attributaires. Le point suivant correspond plus à l'esprit des choses. Combien de logements ont été attribués à des seniors dans le cadre des logements relevant de la partie logement de Marianne? En fait, 43 logements sur les 50 du contingent communal ont été attribués à des seniors, c'est-à-dire 86% du total, et 4 logements ont été attribués à des personnes handicapées qui n'étaient pas des seniors. À la question combien de Centenois se sont vus attribuer un logement dans le programme, sur l'ensemble des logements attribués, c'est-à-dire que ce soit à des seniors ou pas des seniors, 14 familles centenoises ont été logées. Quels sont les éléments qui démontrent l'efficacité du concept des maisons de Marianne? Eh bien, ce qui s'y passe au niveau des ateliers, des rencontres, de la vie intergénérationnelle qui existe dans cet ensemble, et puis les services spécifiques aux seniors et aux PMR, puisque ceux-ci ont jusqu'à présent parfaitement bien fonctionné. Un problème se pose toutefois puisque le gardien a démissionné et il est en cours, enfin, les maisons de Marianne sont en cours de recrutement pour le remplacer. Voilà pour les questions relatives aux maisons de Marianne. La deuxième question touche aux travaux d'été concernant les écoles. Jean-Luc, je crois que c'est toi qui as pris en charge la réponse. Alors, le budget prévisionnel qui était prévu, c'est 140 000 euros, découpé en deux, c'est-à-dire 90 000 euros pour le dépose minute et 50 000 euros pour le cheminement. Voilà. Question 2, a-t-il été respecté? Je dirais oui, puisque la dépense s'élève à 139 724 euros et 89 centimes. Comment le dépose minute va-t-il fonctionner? Comme un dépose minute. Enfin non, on dit obstacle. C'est pas Comme un dépose minute, je vois pas la question. Mais ça s'articule bien. Faut s'arrêter, ouvrir la portière. Ça s'articule bien, il n'y a pas de problème majeur. Donc voilà, comment il fonctionne normalement. Il y a juste un matin où les gens se sont trouvés face à face. Il faut prendre un bon sens. Non, mais ça, il y en a partout. Hein. Ah bah là, quand on ne s'est pas conduit au coq, on ne trouvait pas le code. Ils prennent le chemin là, en face. Ah oui. Ah, c'était ça. Oui. Et un gros 4x4 avec Un gros 4x4 qui avait pris à l'envers. Il y a la SVP qui est présente et qui Non, mais pour y être allé certains matins, franchement, les gens ont pris le pli assez facilement. pour la revue de la déclaration, donc le point d'étape sur l'avancement des travaux. Pour l'instant, ça avance normalement. Il n'y a pas de retard prévu. Et donc la fin est toujours pointée pour mi-octobre. Largeur du trottoir pour les PMR. Celle-ci est-elle bien respectée? Alors ça, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Sinon, je voudrais avoir. La largeur, c'est-à-dire 1m45. 40. C'est un 40. C'est 1m40. Très bien. Alors voilà, 1m40, c'est Minimum 1m40. Et ponctuellement, on peut descendre à 90 cm. Ah, d'accord. Sur un mot. Je sais pas pour quelle raison. Simplement pour la personne qui sera effectivement en fauteuil et qui devra vraisemblablement avec son chien faire certainement un contournement. Maintenant, 90, il passe. 90, il passe. Alors, on lui demandera. C'est dedans. Ouais. Donc voilà. C'est sûr qu'avec le chien, il faut que le chien soit dedans. Il ne suffit pas forcément avec le partir. Ça, c'est sûr. Mais c'est dedans. Après, dans le de la déclaration, à un moment avec le boulot des surveillances, il n'y a pas élargi. Parce que le chien se faire avec Caniche Saint-Bernard. Quitte à refaire les choses, autant effectivement les faire permettre. Le trottoir, on va dire, droit en descendant a été réduit à son minimum. Une vingtaine, 20-30 cm, c'est vraiment un chasse-couille pour pas que les voitures viennent taper. Ensuite, au voirie, le mini, donc un camion qui se passait, et ensuite le maximum de
trottoir pour Une moissonneuse batteuse aussi, il faut passer là. Oui, oui. En plus, on a cette problématique d'une moissonneuse qui fait 4,50 m qui doit pouvoir passer. Il n'y a pas de potelet. Vous n'avez pas essayé quand même un essai avec une personne handicapée pour faire ça le mieux possible Alors, dans l'équipe qui surveille les travaux, est-ce que voilà. Alors, la largeur, à partir du moment où la largeur, C'est énorme. à savoir que les voiries ne sont pas aux normes PNR. Je ne sais pas si vous le savez, je vous le dis. Puisque la pente, à part si vous avez une technique pour araser toute la commune et mettre toute la commune à plat, voilà. Donc malheureusement, on peut pas. Si on est au-dessus de 4%, il faut avoir des paliers. Et malheureusement, on peut pas. On essaye au maximum d'avoir la largeur des trottoirs. Mais la pente, on peut pas. Le dévers, ça on y arrive. 1% maximum. Mais la pente, on ne peut pas. Quelque part, on n'est pas au normes PNR, malheureusement. Petite précision pour tout ce qui est cheminement de l'école, des pauses minutes, etc. Nous avons parlé avec Julien, qui a vérifié à peu près tout avec nous. On ne néglige pas du tout les personnes à mobilité réduite et celles qui sont en fauteuil. Et on a vu aujourd'hui, j'ai vu aujourd'hui, les gens l'empruntent ce cheminement pour rejoindre le parc. Jean-Luc, j'ai juste une précision. Sur le code de la route, normalement, quand tu as un trait jaune, comme ça, sur le bord d'un trottoir, c'est arrêt impossible, stationnement impossible, interdit. Alors, pas forcément arrêt, mais c'est stationnement interdit. Non, c'est une ligne jaune continue sur le bord d'un trottoir, c'est arrêt interdit, stationnement interdit. C'est simplement si c'est en pointillé que tu peux t'arrêter, mais tu ne peux pas stationner. Donc demain, si tu as deux personnes qui se percutent devant l'école, peu importe qui, s'ils font un constat en disant je me suis arrêté avec ma voiture, eh ben, il y aura un souci parce qu'ils ne peuvent pas normalement s'arrêter sur ce chemin. Mais ils iront le faire plus loin, Karen. Non, mais si, ils iront faire. Non, il faut simplement changer le bord du trottoir et il faut mettre des pointillés sur la ligne jaune. Il faut qu'ils aillent plus loin. Non, c'est un arrêt des pauses minutes. Tu parles de l'arrêt des pauses minutes le long du trottoir. Non, regarde. Je te le montre si tu veux tout de suite. Donc, une ligne jaune continue sur le bord d'un trottoir, c'est arrêt interdit, stationnement interdit. Il faut qu'il y ait des pointillés pour que les personnes puissent s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent Eh bien, quand tu déposes ton enfant, Lionel, tu t'arrêtes, tu ouvres la porte avant que le gamin se jette de la voiture. Ça, c'est l'exemple. C'est l'exemple. Il y aura un problème. Et s'ils se rentrent dedans, c'est ça? Oui. Oui, vous n'aviez pas. Ah, vous arrêtez là. C'est un peu, tu sais, ce qui s'était passé un peu devant Montanglo. Il y avait deux lignes blanches à un moment, on ne pouvait même pas tourner à gauche pour rentrer dans Montanglo, il fallait remonter. Oui, parce que c'est interdit. Bon, là, c'est interdit. Bah, là aussi, c'est dans le code de la route. Une ligne jaune continue sur le bord d'un trottoir, tu ne peux pas t'arrêter. Donc, bon, alors là, moi, je demande la vérification de ce point-là, parce que c'est un élément que j'ignore totalement du code de la route. Non, mais moi, je le connais parce que j'ai eu un accident sur un truc comme ça. Donc, j'entends bien, on va vérifier. J'ai tourné dans un tournant, une dame était arrêtée sur un bord de trottoir où c'était tout jaune. Donc, j'ai arraché ma voiture parce que je ne pouvais pas passer. Et ben, elle a eu tort parce qu'elle n'avait pas à s'arrêter à cet endroit. Dans le virage, Dans un virage, c'est un virage en Valérie. On va vérifier. Bon, c'est génial. Donc, il faut mettre des pointillés sur le bord du trottoir. Pour que les parents puissent s'arrêter. Bon, le point suivant. On rue de la Fontaine. Vas-y. Était prévu initialement. Donc ça a été dans le cadre des travaux du territoire. Donc c'était prévu, oui, parce que c'est d'abord il y avait un contrôle des canalisations par le SIAG. Et ensuite, donc, le territoire refaisait toute la partie enrobée. Y a-t-il eu des coûts supplémentaires? Je dirais non. Voilà. C'est dans le cadre du programme de voirie de GPSEA sur son. Il n'y a pas de coût. Il y a zéro. Le territoire qui a tout financé. Il a pris ça en charge. D'où l'intérêt de la rétrocession de certaines voiries. Bien, le point suivant concerne l'enquête publique de Cervon pour l'implantation d'un entrepôt de stockage de matières et produits combustibles. Alors effectivement, un avis d'enquête publique a été déposé au mois de juin.
Cette enquête a été réalisée du 12 au 26 juillet, date remarquable pour une enquête publique, bien entendu. Ça, c'est un classique. Ont répondu, se sont déplacés pour cette enquête fort peu de gens, puisque nous avons vu la conclusion de l'enquêteur. Seule la commune de Cervon et celle de Mandres ont déposé un commentaire. Nous n'en avons pas exprimé, pas plus que Périgny, ni même que Brie-Contrebert. Le sujet en la matière, s'agissant d'établissements classés, puisque c'est un établissement classé, je rappelle que nous en avons un aussi, un établissement classé. Les entrepôts qui sont en zone d'activité Budgaya 2 sont des établissements classés. Alors ceci a abouti à un compte-rendu d'enquête publique qui vient d'être publié la semaine dernière, et dans lequel le commissaire enquêteur ne trouve strictement aucun inconvénient à ce sujet. Et sur le point particulier qui est effectivement, c'est vrai, qui peut soucier le plus, qui est celui de la circulation, le commentaire du commissaire enquêteur est de dire que l'essentiel de la circulation se fait en liaison avec la francilienne et par conséquent pose fort peu de problèmes, ce qui mérite peut-être d'être vérifié à l'usage. Mais c'est les résultats de la conclusion pour le moment. Enfin, quand je dis pour le moment, non, pas pour le moment. L'enquête est définitive. Ça devrait être soumis ultérieurement au comité départemental d'hygiène et de sécurité de la Seine-et-Marne, le CODERST. Nous n'y participons pas, donc nous ne connaissons pas les dates. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire là-dessus. Alors, sur le fond des choses, les dates auxquelles sont réalisées ces enquêtes publiques sont un peu navantes, parce que le projet, il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer le promoteur de ce projet-là et d'autres projets sur Cervon il n'y a pas longtemps, et qu'effectivement ce sont des projets qui sont élaborés depuis un long moment. S'il vous plaît, les commissaires enquêteurs, c'est quand même quelqu'un qui ne connaît pas très bien notre région et nos problèmes de circulation pour dire que ça ne va pas impacter 350 camions en plus de tout ce qu'il y a sur la 19 tous les jours, toute la semaine. Vous n'allez pas me dire que ça ne va pas impacter encore un peu plus les... Bien sûr que ça va impacter. Et on laisse noter ça, personne ne réagit, on accepte ça, pas de problème. Alors c'est ça une va observation aller qui a été exprimée et qui n'a pas retenu l'attention du commissaire enquêteur. Elle a été exprimée pas par nous, certes, par Mandres, mais qui ça revient strictement même, puisque Mandres, son problème, j'allais dire à l'extrême, il est moins sensible. C'est les voitures, c'est les véhicules qui passent par la nationale 19 et qui peuvent repartir vers l'Essonne. Et ce sont des objections qui n'ont pas été retenues. Mais pour de bonnes raisons, c'est que, on parlait tout à l'heure de la définition des voiries à propos d'une petite voirie communale. Là, on a une route nationale, elle est supposée avoir une certaine capacité, étudier des heures et des modules de circulation. Ces études-là ont été faites, figurent dans le dossier soumis à l'enquête publique, et effectivement sont tous dans le cadre des normes autorisées. Et ça, je peux le dire, puisque j'ai lu le dossier. Oui, non, mais je vous crois, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que mettre en avant le fait que c'est pas normal, ça, d'accepter des choses comme ça, que ça soit validé dans des enquêtes publiques, c'est aberrant. On sait bien que la francilienne est embouteillée en permanence, la 19, on n'en parle même plus, avec toutes ces zones commerciales par-dessus le marché. Ce que vous voulez pas dire, 350 camions en plus de tout ça tous les jours, ça va Zones pas. commerciales pour l'enquête publique desquelles nous n'avons pas été sollicités. Oui, oui. Non, bah oui, c'est Par ailleurs. C'est paradoxal. Pardon. Mais bon. Enfin, si tout le monde trouve ça très bien, après tout. Il ne faudrait pas que ça soit stérilisé parce que ça a été fait au mois de juillet. Et enquête publique, c'est pas que vous, monsieur le maire, c'est tous. Ah ben l'enquête publique, alors elle a été affichée, elle était affichée à Sandy. On n'a pas vu. Hein. Ah ben ça si, c'est elle quelque était chose, affichée. mais elle était affichée. Effectivement, à la date où elle s'est produite, il y a certainement à Sandy comme à Périgny ou à Brie-Contrebert peu de gens qui l'ont remarqué. Nous,
elle ne nous était pas vraiment connue au conseil municipal du 9, ça on aurait peut-être pu l'évoquer, mais bon, on ne la connaissait pas à ce moment-là. Et effectivement, alors cela étant, comme je vous le disais tout à l'heure, les remarques qu'on peut formuler, qui sont celles sur la circulation, elles l'ont été. Alors nous, ces zones nous soucient pour d'autres raisons, et on s'en préoccupe, mais à notre façon, en liaison avec Servon, c'est que ce sont... nous avons un syndicat d'eau commun, et ce sont des zones de grosse consommation d'eau, en particulier en cas d'incendie. Donc on est convenu de lancer une étude sur l'éventuelle insuffisance du réseau de défense incendie. Parce que le réseau de défense incendie est bon ponctuellement sur chaque projet, mais à force d'avoir des projets, et s'il y a 2 incendies en même temps, c'est une autre question. Parce que ça, vous nous aviez déjà alerté sur l'Orberon et les zones. Sur l'Orberon, on en avait déjà parlé. Ce serait peut-être bien que par rapport à ce projet, en plus des cinémas et autres, éventuellement, ils financent cette partie-là. Parce que là, on l'entérine. C'est-à-dire que du coup, c'est toute la région qui va financer pour les 350 camions. Oui, alors là, en l'occurrence, j'allais dire, on n'entérine rien dans la mesure où éventuellement on peut porter des avis et des remarques, mais c'est le commissaire enquêteur qui entérine, et derrière, c'est la préfecture qui confirme la conclusion du rapport d'enquête. Mais si on n'alerte pas le commissaire enquêteur. Et puis il aurait été quand même de bon ton de faire des remarques par rapport à l'adossement de cette zone en rapport de la zone qui est de côté et qui est une zone de loisirs. Où il va y avoir des enfants, il va y avoir... voilà, c'est totalement adossé à cette zone. Oui, tout à fait. Voilà. Et ça, c'est une inquiétude que la population va avoir. Ça, mais personne ne dit rien. Nos voisins et amis de Servon ont 100% de cette responsabilité. Oui, mais des personnes de Servon, je connais plein de monde à Servon, on les a interrogés, ils n'étaient pas au courant de l'enquête publique. Ils n'étaient même pas au courant. On leur a fait découvrir le projet. Ils n'étaient même pas au courant. Des gens de bricoleurs également. Ils ne savaient même pas s'il y a une histoire de vent, s'il y a des incendies, ils n'étaient même pas au courant du projet. Effectivement. La publicité sur cette enquête n'a pas été faite. Non. Alors est-ce que c'est voulu ou pas? Quand elle a lieu à cette date-là, on peut exprimer un sentiment. Voyons pas le mettre partout. Non. Il faudrait réfléchir à ce que le conseil municipal prenne une position en rapport de l'implantation de cette zone. Qui, je le répète, a des risques réels. Oui, je répète qu'on a la même chez nous. Oui, je suis d'accord. C'en est une nouvelle et personne ne dit rien. Et en plus, ça a été fait entre le 12 et le 27 juillet. Voilà, c'est passé. Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui t'occupes de la vie économique, qu'est-ce que tu en penses? Personnel, je la prends ce soir. Oui, bah, tu vois, il y a beaucoup de monde. Effectivement, là, on est sur c'est deux départements différents. Je pense que c'est relativement complexe. Je veux dire, quand on est compte, on peut être contre une implantation dans le département du Nord, comme Non, mais on est voisins. Ah oui, non, mais là c'est pas pareil. Il n'y a pas de complexité. C'est tout ça, c'est sur Internet, on va le dire un petit peu. C'est vrai que personne n'est au courant. Les gens de Servon sont au courant. Ils sont impliqués localement. Les gens de Servon, une raison qui fait que les gens de Servon ne sont pas au courant, c'est que ça a été lancé par Dominique Stabile, le maire est décédé, et il y a eu une certaine flottement. C'est quand même le premier adjoint. Bon, je passe au point suivant qui nous concerne davantage, même s'il n'a pas de lien direct non plus avec l'ordre du jour. Projet cœur de village, périmètre du lavoir, point ce jour. Eh bien, on a passé l'été très tranquillement sur ce sujet, puisqu'en fait, rien n'a évolué par rapport au point que nous avions pu faire avant les vacances. Nous sommes donc dans une situation où le projet n'a pas trouvé son équilibre économique, mais cela étant, la limite de
négociation qui a été fixée à 18 mois débouche, je crois que c'est à partir du 18 octobre de l'année dernière, donc débouche au mois d'avril-mai. Donc jusque-là, tout peut se passer. On peut toujours rester optimiste ou être pessimiste, ça c'est selon. Mais pour le moment, rien n'a évolué de façon sensible. Nous nous sommes entretenus du sujet avec Val-Office et avec la métropole. On va aller jusqu'au bout du délai de 18 mois. Et enfin, que sont devenues les propriétés acquises par la municipalité, par le SAF. Alors celles acquises par la municipalité sont toujours en l'état et figées. Celles acquises par le SAF sont pour certaines d'entre elles celles qui peuvent être proposées à la location, et puis pour d'autres celles qui ne sont pas en état, également figées comme le sont celles de la municipalité. Il est évident aussi que depuis la rentrée, on se préoccupe de ce qui peut arriver selon la conclusion de l'opération Imagine la métropole. Voilà les questions diverses. Juste, Valérie, s'il te plaît, toi qui est, comme tu nous le rappelais, bien placé, on va dire, tu n'as pas d'informations sur personnellement sur ce projet est-ce qu'il est suivi en haut lieu ou pas du tout? Une fois qu'on a été lauréat, il s'en occupe plus là. Non, mais bien sûr que non, justement. Alors moi je m'exprime en tant que conseillère métropolitaine chargée du pilotage de l'opération métropolitaine. Et je ne représente pas ici la commune de Sampigny. C'est toute la spécificité de la délégation que m'a confiée le président Ollier et qu'il m'a confiée à nouveau pour la 2e édition. Ce qui veut dire qu'effectivement, une fois que les opérations ont été annoncées avec L'Oréal, etc., ce sont aux communes de discuter avec les opérateurs aménageurs. Bien entendu, la métropole est là et met à disposition des communes son ingénierie, son appui, ses conseils, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en mesure de suivre la plupart des projets, qu'il y a des projets qui sont déjà en permis de construire, comme Gennevilliers, comme Saint-Denis-Pléguel, comme Sceaux, etc. Et puis il y a des projets où effectivement les négociations se poursuivent et elles peuvent se poursuivre en fonction du règlement général de la consultation jusqu'en avril 2019. Voilà, ça dépend effectivement des parties au projet. Ici, il y en a 3, enfin en tout cas le Val-Office, la commune et puis de l'autre côté les lauréats. Il y en a d'autres où il y en a 2, il y en a d'autres où c'est encore plus compliqué parce que l'État fait partie des négociations. Donc voilà, on est dans une phase où bien évidemment le tableau de suivi de la métropole du Grand Paris est tenu à jour sur les projets qui évoluent et les projets qui sont encore en cours d'évolution. C'est bien pour ça qu'on a reçu la visite du DGS de la métropole il y a quelques jours. C'est vrai que les Centenois sont attentifs à ça et aimeraient bien savoir un petit peu, mais alors on sait comment c'est rien, tout suit son cours jusqu'en avril, mais je suis bien persuadé qu'il y a quand même des négociations, des entretiens et tout, et vous pourriez peut-être en dire un tout petit peu plus quand même. Écoutez, quand il y aura lieu d'en dire davantage, pour le moment, je ne peux pas en dire plus que ce que j'ai écrit dans le journal qui est apparu avant l'été. C'est-à-dire que le projet n'a pas son équilibre, n'a pas trouvé son équilibre économique qui en permette la réalisation. Ça, c'était vrai à cette époque. Depuis, on n'a pas eu d'évolution de ce côté-là. Mais ça tient à quoi à la valeur du foncier. Cet équilibre économique qui n'est pas en équilibre. À la valeur du foncier. Et comment se fait-il qu'il ait été conçu? Il y a des gens qui l'ont étudié pendant plus d'un certain temps. Alors là, je m'adresse encore à Valérie. Ça a été étudié pendant longtemps, ce projet, quand même. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas... Il n'est pas fiable. Non, parce qu'en fait, les charges foncières, pourtant il me semblait l'avoir, mais je veux bien le répéter, aujourd'hui c'est la rentrée, donc on est dans cette pédagogie. Tu as parfaitement raison, et tu n'es pas la seule. Donc, je le redis, si vous voulez bien simplement m'écouter, voilà, je le redis, dans cette opération, les charges foncières sont estimées du côté des communes et des autres propriétaires. Les candidats ont une estimation des charges foncières. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se positionnent sur un projet, s'ils avaient déjà les charges foncières, ça ne serait pas un concours, ce ne serait pas comme ça que ça pourrait se passer. Donc c'est à la fin effectivement, du projet qu'ils ont connaissance des charges foncières et qu'ils proposent leur équilibre économique et leur montage financier et économique. Donc c'est ce qui s'est passé dans tous les projets. Et
Et voilà. Donc, après, c'est pour ça qu'on parle pas de négociation entre le moment où le lauréat est effectivement désigné, comme cela a été le cas en octobre 2016, en octobre 2017, jusqu'en avril 2019. Où là, les négociations, qui peut améliorer son offre, est-ce que c'est le candidat de son côté, est-ce que c'est le propriétaire du terrain, voilà. C'est, je dirais, le commun de la plupart des opérations d'aménagement et de construction. J'ai des raisonnements assez basiques, c'est vrai, mais je me dis que c'est peut-être tout simplement parce que Centeny est une toute petite commune et qui avait un projet qui la dépassait complètement en ampleur. Pas du tout. Non, pourquoi est-ce que le projet l'aurait dépassé à partir du moment où le cahier des charges de la commune a été jugé conforme au règlement de la consultation? On n'a pas décidé de construire une tour de 80 étages à Centeny. Ce qui aurait été Je croyais qu'il y avait un des critères importants, c'était des transports, une gare tout près, etc. Non, on n'a pas ça du tout. C'est une confusion qui a été faite, puisque sur les 61 projets qui ont été travaillés dans la première édition, il y en avait plus de 20 qui étaient à côté d'une gare effectivement du réseau du Grand Paris Express, ce qui est d'ailleurs à peu près la même proportion dans le concours numéro 2. Mais les autres projets, comme par exemple Gennevilliers, il n'y a pas de gare du Grand Paris Express à proximité, Sceaux pas particulièrement, sont des projets qui voient le jour. À Morangis, il s'agit d'un terrain totalement agricole, et là le projet va voir le jour, et pourtant Morangis, c'est tout petit et fort éloigné des transports. Donc moi je vous invite, alors peut-être dois-je battre ma coupe, je ne l'ai peut-être pas fait suffisamment à l'époque, mais je vous invite à relire les différentes communications que j'ai eu l'occasion de faire, à la fois à l'oral. Au conseil municipal, c'est facile, maintenant il est filmé, voire dans les comptes rendus, ou bien encore dans les différents bulletins municipaux, pour exposer quels étaient les critères qui faisaient que les communes, ou en tout cas les projets, pouvaient être retenus dans le cadre de ce projet. C'est une consultation urbaine qui est fondée sur l'innovation et qui englobe plusieurs critères, mais qui ne sont pas des critères exclusifs. On en est à combien en dépenses aujourd'hui si on arrêtait là et si le projet ne se faisait pas en temps homme pour tout le personnel communal et toutes les dépenses? Alors, d'abord, la mairie n'a pas dépensé grand-chose sur l'étude elle-même, puisque ce n'est pas nous qui l'avons faite. On a dépensé du temps pour discuter avec les intéressés, mais on n'a pas consacré beaucoup de travail. La mairie a dépensé de l'argent pour acheter des bâtiments. Ces bâtiments, c'est une dépense, effectivement, mais pour le moment, c'est une valeur foncière qui retrouvera une valeur. Tout ce qu'on peut éventuellement reprocher si jamais le projet ne se fait pas, c'est le fait qu'on aura porté ces valeurs foncières pendant 2 ans. Ça, c'est une remarque. Moi, ce que je voulais souligner, c'est, Mylène disait, mais pourquoi on a des difficultés à trouver un équilibre économique? Il faut savoir que dans ce projet, c'est un projet dont, effectivement, la définition, le vœu a été émis par la commune, qui a préparé un cahier des charges. On a voulu un centre-village qui est réellement une animation, une réanimation réelle, ce qui implique effectivement des reconstructions de bâtiments à la place de bâtiments existants. Ça veut dire démolition, reconstruction, c'est un élément de coût non négligeable dans un budget de perspective. Il nous faut un parking, ça c'est un problème qui, même si le projet ne se fait pas, demeurera pendant et qu'il faudra bien résoudre d'une façon ou d'une autre. Il nous faut un parking et on a de notre côté défini au niveau des règles d'urbanisme, qui sont celles du PLU, une densité modeste, globalement, pour le nombre de logements, sociaux ou pas d'ailleurs, c'est pas le fait qu'ils soient sociaux qui change grand-chose, ce qui fait que on sait bien que moins on fait de logements, plus la rentabilité est difficile à atteindre, plus on démolit pour reconstruire, plus la rentabilité est difficile à atteindre, plus on fait d'équipements publics, je pense au parking, plus la rentabilité est difficile à atteindre, et comme nous ne maîtrisons pas le prix des biens existants, sauf des nôtres, mais des nôtres on peut s'interroger, est-ce qu'il est de notre devoir de faire par exemple cadeau de notre foncier pour pouvoir réaliser le projet? Ça fait partie des réflexions. Toujours dans les mêmes réflexions, est-ce que Val-Office, qui est concerné, pour eux, ils sont concernés par la démolition de leurs bâtiments, donc comment ils prennent ça? Est-ce qu'ils veulent les vendre à la valeur nette comptable? Est-ce qu'ils veulent les compenser par d'autres logements à faire valoir?
c'est leur choix et on ne peut pas leur tendre le bras. Ils ont quand même leur autonomie de négociation. Et enfin, le dernier point, c'est celui du constructeur, qui lui peut agir sur le contenu et la qualité de la prestation de construction, mais devons-nous accepter des prestations d'un niveau élevé ou d'un niveau plus modeste? Tout ça, c'est ça la négociation. Donc en l'état actuel, on est au même statut qu'avant. Voilà. Il y a un point que je n'ai pas compris à propos de Valérie et de ses missions, qui nous a dit je suis d'abord conseillère métropolitaine, il y a le territoire, et ensuite il y a la commune. Parce que, du coup, dans ce projet, on a plutôt l'impression d'avoir été piloté par la métropole et moins par la commune. Parce que Valérie, tu es d'abord conseillère municipale, adjointe maire, mais d'abord on travaille pour la commune. Non, sur cette délégation, je ne peux pas porter à la fois la voix de la métropole et la voix de la commune, puisque justement... Oui, mais tu es d'abord conseillère municipale. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Je te prie, le porteur de projet, c'est Philippe et c'est le maire. Ce n'est pas Valérie Maillard-Dumont qui n'est pas adjointe à l'analyse, mais qui n'a pas été désignée par monsieur le maire pour porter le projet. Adjointe au territoire et au projet métropolitain, mais avant tout, conseil municipal, c'est pas possible que je sois porteur de projet. Sur la liste de monsieur Jean Drenot et donc au service des habitants. Simplement, le porteur de projet aujourd'hui, c'est Philippe Naon et monsieur le maire. Voilà. Et moi ici, je suis bien évidemment fort averti de ce qui se passe sur la commune de Santilly, comme je le suis sur les 61 communes qui ont été ça, je renouvelle ma question. Je renouvelle ma question. Oui, bien sûr, sur la métropole. Je le suis en tant que conseillère métropolitaine. C'est comme ça que ça se passe. Oui, mais d'abord, conseil municipal et au territoire. Du coup, je ne comprends pas le positionnement. C'est très simple. Dans cette affaire, je suis conseillère métropolitaine déléguée auprès du président en charge du pilotage métropolitain de l'opération Inventons la métropole du Grand Paris. Considérez qu'elle n'a pas de fonction municipale dans ce cadre-là. Si tu démissionnais de ton mandat de conseillère municipale, tu resterais conseillère métropolitaine? Pourquoi je démissionnerais? Je ne crois pas du tout. Non, mais c'est une question. C'est pas du tout. C'est une question que je pose. Si tu n'étais plus conseillère c'est pas une question pour ma simple. Non, mais ce mandat vient bien parce que tu es conseillère municipale et que tu as été. Alors là, je vois que tu as quand même écouté ce que j'avais dit effectivement sur la façon dont on était élu au territoire et à la métropole. Ça, c'est sûr. Voilà. Il faut être conseillère municipale. Ça aurait pu être le maire parce que les autres maires étaient élus au conseil territorial. Oui, mais justement, monsieur le maire a choisi que ce soit moi. Mais par contre, il n'a pas choisi que dans l'opération Inventons la métropole, ce soit moi qui porte le projet, ce qui n'aurait pas été. Je dis ce qui est important, c'est le travail sur la commune et le travail de. Et là-dessus, on peut faire confiance à Philippe Naron et à monsieur le maire. Voilà. Voilà, bon, bah écoutez, on va conclure là-dessus. Oui. Juste une petite question, mais ce n'est pas sur ce sujet, ça concerne les inondations de juin, je peux dire un petit mot? Oui. Hors conseil, alors, hein. On conclut le conseil. Il y a juste une réunion le 9 juillet. D'abord, la commune a été déclarée zone catastrophe naturelle. Et j'aurais voulu savoir la suite donnée à la réunion du 9 juillet, savoir s'il y avait eu un compte-rendu de fait de cette réunion auquel je n'ai pas pu assister, auquel je me suis fait excuser, et quelle est la suite donnée, puisque vous avez dit qu'il y aurait une réunion trimestrielle. Oui, il y aura une réunion au mois d'octobre. Et est-ce que depuis vous avez eu des ben non, justement, c'est pour ça que la réunion du mois d'octobre va avoir lieu, puisqu'on n'a pas constaté le moindre changement, on a eu... Oui, ben ça c'est ce qui s'est passé depuis 2 ans, je sais bien. C'est pour ça qu'on a insisté sur la trimestrialité. Et il faut bien savoir que tout en insistant... Alors, on a quand même appris quelques petites choses sur l'inondation des maisons de la rue Couperin. Bon, il y a des phénomènes dont on parlera avec le SIAGE, de drainage additionnel entre les maisons qui ont été faits. Bon, bref, on n'a pas analysé ça d'un point de vue technique, mais il n'est pas normal qu'il y ait... Enfin, il n'est pas normal. Si, c'est normal compte tenu de la flotte qui est tombée, mais ça ne correspond pas tout à fait au même phénomène que ce qui se passe à d'autres endroits, au niveau de la forêt. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'eau qui vient forcément des noues de la forêt qui inonde tout. Il y a de l'eau qui vient, on l'a constaté le 27 juillet, face à un autre phénomène où la forêt n'a pas débordé, mais pour autant il y avait beaucoup d'eau dans cette rue. Absolument.
Donc Et ça, il y a un constat qu'on peut faire aussi, mais ça on en parlera à la réunion, c'est que l'effet des grilles qui sont sur la chaussée directement, et non pas d'avaloir, mais les feuilles très rapidement bougent ces grilles. exact. Et voilà, c'est des petites observations que l'on a pu faire, et je crois qu'il serait intéressant à cette réunion de pouvoir... mais néanmoins, il faut tenir l'ONF un petit peu responsable de ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut aussi, aide-toi et le ciel t'aidera, que chacun d'entre nous retienne que quand il a un avaloir devant chez lui, dans une zone boisée, il retire les feuilles, il n'attend pas Enfin, que ce soit les agents municipaux. Non, mais ce n'est pas les agents municipaux qui ont un lieu de le faire, hein. Mais chacun ne peut pas sortir. Chacun peut le faire aussi de la même façon. Vous avez des personnes âgées qui ne peuvent pas sortir. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Mais bon. Une petite information, Ouais. dans le général ce soir. Je rappelle à tout le monde que le prochain salon des métiers d'art a lieu le 12, 13 et 14 octobre. Et comme chaque année, on sollicite quelquefois des élus pour assurer des permanences. Même si c'est 1 heure ou 2, ce sera toujours ça. Toutes les autres communes sont souvent bien représentées, Centenay aussi. Donc s'il y a des volontaires, qui n'hésitent pas à se faire connaître. D'accord. Et moi, j'ai une dernière remarque. Auprès de qui Moi ou Marie-Claire. Il est tous les deux au comité d'organisation de ce salon. Moi, j'ai une dernière remarque, puisqu'on est à la rentrée et que c'est le moment de prendre de bonnes résolutions. J'étais cet après-midi au CIVOM pour faire un peu le point des performances des communes en matière de tri. J'ai le regret de vous dire que Centenay est à la fois la commune qui récupère le plus, c'est-à-dire qui a le maximum d'enlèvements en poubelle jaune, mais qui trie le plus mal, on est les plus mauvais en matière de qualité du tri. Et ça, j'attire votre attention pour vous dire qu'en ce qui nous concerne, le tri... Ah oui, mais alors ça, ils m'ont écrit ça tout petit. Oui, parce que... En matière de qualité de tri, on est... Bon, c'est violet. La couleur importe peu. Ah oui, c'est très bien ça. En termes de qualité de tri, on est très mauvais sur les journaux, revues, magazines, on est très mauvais sur l'acier, on est très mauvais sur le plastique des barquettes, on est très mauvais sur le plastique des bouteilles, et puis surtout on est très mauvais parce qu'on met des sacs d'ordures ménagères dans la poubelle jaune, c'est pas autorisé, on met des emballages souillés ou imbriqués les uns dans les autres, on met des objets en plastique, style jouets d'enfants, c'est pas du plastique qui va dans la poubelle jaune, on met du bois dans la poubelle jaune et on met du textile dans la poubelle jaune. On est particulièrement mauvais puisque en fait la moyenne générale, où est-ce qu'elle est? Alors ça, je ne l'avais pas jusque-là, mais on paye pour 2 enlèvements, enfin pour un enlèvement hebdomadaire, c'est-à-dire 2 fois plus que toutes les autres communes, ce qui explique qu'on enlève davantage de déchets, mais comme en fait la plupart sont mauvais, ça veut dire que nos poubelles jaunes vont finalement en refus. C'est pire que si on avait mis tout ça dans une poubelle verte. Et sachant que le vert, les poubelles vertes coûtent plus cher à éliminer que les poubelles jaunes, c'est quand même quelque chose à réfléchir et on publiera un article à ce sujet dans le journal. Il y a un plan d'action à mettre en place. Ces chiffres, un plan d'action. Le plan d'action, il y en a déjà un. Le CIVOM publie régulièrement et diffuse régulièrement des documents. Il suffit de les respecter. Cependant là, comme vous l'avez dit pour les feuilles, c'est à nous, à vous, de mettre un plan d'information effectivement. Oui, mais par exemple, les branchages, c'est pareil. On écrit aux particuliers en leur rappelant quand ils déposent qu'ils doivent être mis en fagot, etc. Et on le fait. Dans les poubelles marrants. On le fait. Ça s'appelle de l'incivisme, au bout d'un moment. Toujours, puisque je fais un peu de CIVOM cet après-midi, un certain nombre de nos collègues, pour le moment il n'y en a qu'un formellement, mais il y en a d'autres qui vont dans ce sens-là, renoncent à la collecte des encombrants. Pourquoi renonce-t-il à la collecte des encombrants? Parce que c'est le bazar sur les trottoirs, parce que les gens, c'est-à-dire vous et moi, mettent n'importe quoi,
qu'il en reste la moitié après, et donc que la commune refait une tournée d'encombrants derrière, et qu'il y a beaucoup de déchetterie. Donc il est possible, sinon probable, que nous renoncions dans un terme proche à la collecte des encombrants. Pas à celle des branchages, mais à celle des encombrants. En plus, ça évitera les défilés et les signalements sur voisins vigilants, j'ai vu une voiture, etc. Je vous rappelle, oui, qu'il y a eu des jets de pierre. Voilà, il est 10h20, 10h15, la séance est levée, merci et bonne fin de soirée.